Lorsque Vladimir Poutine a évoqué sa volonté de couper l'Ukraine de la mer, beaucoup en Occident et à Kiev ont perçu cela comme une rhétorique supplémentaire, un geste politique destiné au public intérieur. Mais aujourd'hui, en observant ce qui se passe dans la région d'Odessa, près de Kupiansk et autour de Oulaïpol, il devient évident que ce n'était pas un simple geste, mais un avertissement. Plus encore, il s'agissait d'une déclaration d'intention suivie d'actions concrètes. Les ponts enjambant les limans brûlent sous les frappes de dizaines de gérants. Les correspondants militaires ukrainiens annoncent dans la panique des restrictions de circulation sur des axes stratégiques, et le général Drapatvi envoie ses dernières réserves dans des assauts absurdes près de Kupiansk, tentant de copier la tactique russe pour ne récolter en retour que des colonnes calcinées et des images de drones montrant des combattants isolés mourir pour une photo de propagande avec un drapeau. Dans ce contexte, la partie ukrainienne reconnaît soudain que la Russie a déployé une version modernisée de la côte Mir d'une portée d'environ 800 km, manœuvrant sur toute la trajectoire et dotée de caractéristiques qui placent ce missile presque au niveau du Halbor Quote 2. Trois lignes d'un même processus. L'isolement maritime et logistique du Sud, l'échec des illusions contre-offensives dans la direction de Kharkiv et un bond technologique qui rend toute cible sur le territoire ukrainien vulnérable à tout moment. La question se pose. Était-ce prévu dès le départ? Ou la Russie exploite-t-elle simplement chaque erreur de l'adversaire pour intensifier la pression là où elle fait le plus mal? Et une deuxième question, encore plus inquiétante pour Kiev, combien de temps leur reste-t-il dans le sud si chaque pont, chaque port et chaque base militaire se trouve désormais dans la ligne de mire de systèmes contre lesquels ni la défense anti-aérienne occidentale ni l'espoir d'un miracle ne peuvent rien? Commençons par Odessa et ses ponts qui, pour la plupart des gens, n'étaient que des éléments d'infrastructure routière, mais qui, pour les logisticiens militaires, ont toujours représenté des nœuds critiques sans lesquels tout le sud de la région se transforme en impasse logistique. Il s'agit du pont près de Zatoka et du pont de Mayaki sur la route Odessa-Reni. Zatoka n'est pas qu'une station balnéaire, c'est un point de passage qui relie Odessa aux districts méridionaux de la région et assure l'accès à la frontière moldave, au port danubien, à ces axes par lesquels transitent approvisionnement, évacuation, transfert de matériel et de troupes. Lorsque ce pont subit une frappe massive de dizaines de drones d'attaque, Yasta, Quote 3 A, lorsqu'une part importante atteint ses cibles et que la circulation est limitée ou complètement interrompue, cela ne signifie pas simplement l'endommagement d'une structure. Cela signifie que toute la partie sud de la région d'Odessa se retrouve dans une situation où toute tentative de transférer rapidement des renforts, d'évacuer des blessés ou de livrer des munitions devient un problème exigeant des détours, du temps supplémentaire et des négociations avec les pays voisins. Quelques jours plus tard, une frappe vise le pont de Mayaki, artère vitale vers Reni et Ismaïl, par où transite une partie des flux militaires et logistiques, y compris l'armement occidental, le carburant et tout ce qui permet aux forces armées ukrainiennes de maintenir leur capacité de combat dans le sud. Les sources ukrainiennes elles-mêmes l'admettent. Les ponts de la région d'Odessa ont toujours été un goulet d'étranglement, car les limans et les rivières rendent la région dépendante d'un petit nombre de points de passage, et l'endommagement d'un seul provoque un effondrement logistique. Mais le plus important, c'est que les frappes ne sont pas ponctuelles. Ce n'est pas de l'improvisation tactique, mais une campagne systématique visant à détruire méthodiquement l'infrastructure qui, pendant des décennies, a été considérée comme le Code 4 de la région. Chaque nouvelle vague de Code 5 constitue un pas de plus vers la transformation de la région d'Odessa en enclave isolée, où tout approvisionnement devient un cauchemar logistique et où toute tentative de reconstruction s'effectue sous la menace permanente d'une nouvelle frappe. Pourquoi précisément les ponts? Parce que la géographie de la région d'Odessa n'est pas une steppe infinie aux multiples routes permettant de contourner facilement un tronçon endommagé. C'est un système complexe de limans, de rivières, de chenaux et de plans d'eau qui a toujours rendu la région dépendante de quelques points de passage et digues essentielles. Le liman du Dniestre, la rivière Dniestre, de nombreuses petites rivières et canaux, tout cela transforme le terrain en obstacle naturel impossible à franchir avec du matériel lourd ou des convois de camions. Quand un pont est mis hors service, les itinéraires alternatifs s'allongent de dizaines de kilomètres ou passent carrément par la Moldavie, où la capacité de transit est limitée et où la situation politique impose de négocier chaque passage militaire.
Une frappe sur un ou deux points clés transforme effectivement des districts entiers en Quad 6, où ne peuvent arriver rapidement ni renforts, ni évacuation, ni équipe de réparation. Les routes de contournement par le territoire moldave existent théoriquement, mais elles ne sont pas conçues pour des transports militaires intensifs, dépendent de la volonté de Chisinau et de la capacité de la Moldavie à ignorer la pression russe et les contradictions internes liées à la Transnistrie et au sentiment pro-russe d'une partie de la population. Par conséquent, chaque frappe sur un pont n'est pas simplement un succès tactique. C'est une opération stratégique visant à briser un élément supplémentaire de la chaîne logistique sans laquelle le front sud ukrainien commence à suffoquer. La question se pose naturellement. Combien de temps le commandement ukrainien pourra-t-il tenir ses positions dans le sud si chaque nouvelle vague de gérants détruit un nouveau nœud de ravitaillement? Un autre pont, une autre digue, un autre tronçon de route, transformant la région d'Odessa en patchwork de zones isolées? Mais les frappes sur les ponts ne relèvent pas uniquement de la tactique militaire, c'est un signal politique. Et ce signal a été envoyé bien avant la première explosion. Lorsque Poutine a déclaré être prêt à couper l'Ukraine de la mer en réponse aux attaques contre des pétroliers russes et la navigation en mer Noire, beaucoup ont interprété cela comme une réaction à des provocations spécifiques. Mais si l'on examine la séquence des événements, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une réponse, mais de la poursuite d'une logique existant depuis le début de l'opération militaire spéciale. D'abord, les frappes sur l'infrastructure portuaire d'Odessa, Mykolaïv et d'autres villes côtières, non pour les détruire en tant que telles, mais pour montrer que toute tentative d'utiliser la mer à des fins militaires sera punie immédiatement et sévèrement. Ensuite, les frappes sur les ponts reliant Odessa au port danubien, transformant le sud en zone où chaque déplacement devient une entreprise risquée. Et tout cela sur fond de déclarations affirmant que la Russie est prête à aller plus loin si les attaques contre ses navires se poursuivent. À Kiev, c'est la panique, car il devient soudain évident que les propos sur Odessa et la coupure de la mer n'étaient pas de la rhétorique, mais un plan désormais mis en œuvre. Les partenaires occidentaux s'inquiètent, parlent de Young Quote White Egg, menacent de nouvelles sanctions et de livraison de nouveaux Quote 9. Mais ils n'ont aucun mécanisme réel pour protéger la logistique du Sud. La reconstruction des ponts sous la menace permanente de nouvelles frappes devient une tâche quasi impossible. On peut colmater une brèche, mais lorsqu'une semaine plus tard une nouvelle vague de drones arrive, tout le travail est perdu. Le sud de l'Ukraine est confronté au risque d'un isolement effectif non dans un avenir lointain, mais maintenant, en temps réel. Et la question n'est plus de savoir si cela deviendra réalité, mais quand exactement Kiev reconnaîtra que le front sud est passé d'un Quad Des à la principale menace de toute la campagne militaire. Déplaçons-nous maintenant vers Kharkiv, près de Kupiansk, où le commandement ukrainien a décidé de mener une sorte de contre-offensive en introduisant de petits groupes d'infanterie dans la ville et en tentant de copier la tactique russe de micro-accumulation, celle-là même qui permettait à nos troupes d'assaut de s'ancrer dans des bâtiments, de créer des points d'appui et d'élargir progressivement la zone de contrôle. Cela semble logique, si l'on nommait un détail. La Quote 12 ne fonctionne que lorsqu'on dispose d'une supériorité de feu, d'une artillerie qui supprime l'adversaire, de drones qui contrôlent chaque mètre d'espace et de réserves prêtes à affluer rapidement pour consolider le succès. La partie ukrainienne près de Kupiansk n'a rien de tout cela. À la place, quelques fantassins qui se faufilent au centre-ville prennent une photo de propagande avec un drapeau pour les médias ukrainiens et les chaînes Telegram, puis sont frappés par un drone russe, et tout se termine par un énième reportage sur la chaîne du vétéran Wagner Condottiero, où l'on voit ses combattants périr en quelques secondes. Pendant ce temps, la partie ukrainienne officielle annonce avoir repris le centre-ville, parle de Quad 14, publie des cartes montrant Kupiansk soi-disant à nouveau sous leur contrôle, et tout cela alors que les cartes russes continuent d'afficher une zone grise ou notre présence dans les secteurs clés. Les experts militaires russes et les blogueurs de chroniques militaires le disent clairement. Le général Mikhail Drapatyi commet une erreur fatale en envoyant des réserves dans des assauts sans perspective, tentant d'imiter une tactique qu'il ne comprend pas. Chaque tentative coûte des dizaines de vies. Chaque simulation de succès consume des hommes et du matériel dont les forces ukrainiennes manquent déjà cruellement. Ce n'est pas une contre-offensive, c'est une tentative de créer une image médiatique pour la consommation intérieure et les tuteurs occidentaux qui exigent au moins quelques succès en échange des prochaines tranches d'aide.
Nous sommes ici confrontés à un phénomène que l'on pourrait appeler la bulle informationnelle contre la réalité. La partie ukrainienne annonce des zones reprises, publie des photos avec des drapeaux, dessine des cartes coloriant en vert des territoires, soi-disant sous leur contrôle. Mais parallèlement, les objectifs des drones russes montrent une image complètement différente. Des groupes isolés de combattants ukrainiens, rapidement éliminés par l'artillerie, les drones, ou simplement en retraite sous le feu, sans la force ni les moyens de se maintenir. L'écart entre la propagande et la réalité atteint un tel niveau qu'il commence à influencer les décisions. Le commandement élabore des plans non pas sur la base de la situation réelle sur le front, mais sur ce qui est écrit dans les communiqués pour la presse et les politiques. Résultat, les combattants sur le terrain se sentent comme du matériel consommable sacrifié pour de beaux titres et une nouvelle portion d'aide occidentale. Combien d'autres Squad 20, les réserves ukrainiennes, pourront-elles supporter? Combien de fois peut-on envoyer des hommes à la mort pour des photos démenties le lendemain par des images de drones russes? C'est une question non seulement militaire, mais morale. Car lorsque les soldats comprennent que leurs vies sont gaspillées non pour atteindre des objectifs réels, mais pour maintenir l'illusion du succès, la motivation et le moral s'effondrent plus vite que les réserves ne fondent. Déplaçons-nous maintenant vers le sud, dans la région de Oulaïpol, où se dessine une situation que les blogueurs militaires ukrainiens qualifient eux-mêmes de catastrophique. Les forces russes libèrent Varvarovka, Veseloye et plusieurs autres localités, atteignent directement Oulaïpol et engagent des combats dans le centre-ville. Des unités franchissent la rivière Gaïtchour, progressent avec le puissant soutien de l'artillerie, de l'aviation et des drones qui, en temps réel, corrigent les tirs et détruisent toute tentative de résistance organisée. Les observateurs de Chroniques militaires et le blogueur Yuri Podoliaka affirment que le front sud de l'adversaire, Backrace Quote 23, littéralement, le ravitaillement de la garnison de Oulaïpol devient extrêmement difficile car les routes sont sous contrôle de feu permanent et les tentatives d'acheminer des munitions ou d'évacuer des blessés se transforment en opérations mortellement dangereuses. Le tissu urbain, qui en théorie devrait offrir une protection aux défenseurs, ne procure presque rien dans les conditions de la guerre moderne. Obus d'artillerie de haute précision guidés par drones, bombes aériennes téléguidées, reconnaissance aérienne permanente, tout cela transforme chaque maison, chaque cave, chaque point de tir en cible qui sera tôt ou tard détruite. Pour les forces ukrainiennes, défendre Oulaïpol devient une course d'un bâtiment à l'autre sous le feu constant, sans possibilité de se maintenir, sans espoir de renfort et sans comprendre combien de temps cela peut tenir. Et le plus grave pour Kiev, ce n'est pas simplement la perte d'une ville. Oulaïpol est la clé d'une percée plus large vers Zaporijia et la région de Dnipropetrovsk. C'est une menace pour tout le flanc sud, jusqu'ici considéré comme relativement stable. Pourquoi le front sud commence-t-il à Fan Quote 24T? Parce que la pression simultanée sur plusieurs secteurs force le commandement ukrainien à disperser des réserves déjà limitées. Pendant que Drapati envoie des hommes près de Kupiansk pour l'illusion d'une contre-offensive. Pendant que dans le Donbass se déroulent de durs combats pour chaque quartier, dans le sud se créent les conditions d'une percée plus sérieuse. La diversion de l'attention sur un axe profite toujours à celui qui contrôle l'initiative, et l'état-major russe la contrôle manifestement en ce moment. Pendant que l'adversaire tente de sauver les apparences à un endroit, ailleurs s'effondrent de véritables lignes de défense. Pendant que Kiev réfléchit à comment expliquer aux partenaires occidentaux l'absence de succès près de Kupiansk, près de Oulaïpol, les unités russes franchissent les rivières et entrent dans les villes. Pendant que les médias ukrainiens dessinent des cartes avec élargissement de la zone de contrôle, les cartes réelles montrent la contraction de cette zone et la menace d'encerclement de groupements entiers. La question se pose légitimement. La configuration actuelle ne marque-t-elle pas le début d'une catastrophe opérationnelle majeure pour les forces ukrainiennes sur tout le segment sud du front? Ne se pourrait-il pas que dans quelques mois nous nous souvenions de la situation actuelle comme du moment où tout pouvait encore être stabilisé, mais ne l'a pas été? Dans ce contexte apparaît une information qui ajoute un niveau de menace supplémentaire. Les médias ukrainiens reconnaissent que la Russie a pour la première fois utilisé une version modernisée du système de missiles opérationnels tactiques, Quote 27, avec une portée étendue à environ 800 km. Selon leurs propres données, l'extension significative du rayon d'action a été obtenue grâce à l'augmentation du volume de carburant et à l'allègement de l'ogive,
le nouveau missile conservant la capacité de manœuvrer sur toute la trajectoire, ce qui complique considérablement l'interception. Analysons ce que cela signifie. Manœuvrer sur toute la trajectoire, ce n'est pas simplement changer de cap dans la phase finale, c'est modifier en permanence la trajectoire, l'altitude, la vitesse, ce qui brise tous les calculs des systèmes de défense anti-aérienne. Le missile ne suit pas une trajectoire balistique prévisible, il trompe constamment les radars et les algorithmes d'interception. Le temps de réaction de la défense anti-aérienne après détection se réduit à 2-7 minutes, ce qui ne laisse pratiquement aucune chance d'interception organisée, surtout si la frappe vise des cibles préalablement préparées en profondeur du territoire. En phase terminale, le missile attaque la cible presque verticalement, en piqué, et les vitesses atteintes sont comparées au complexe hypersonique de type Kinjal. Ce n'est plus simplement le Iskander, tel que nous le connaissions. C'est une arme qualitativement nouvelle qui, pour ses paramètres clés, portée, manœuvrabilité, vitesse, profil d'attaque, se place au même rang que des systèmes contre lesquels la défense anti-aérienne ukrainienne n'a aucune protection réelle. Pour les militaires ukrainiens, cela signifie l'apparition d'un outil supplémentaire capable de frapper des cibles n'importe où dans le pays en quasi-impunité, et contre lequel tous les systèmes de défense occidentaux, du Patriot au SAMP-T, montrent une efficacité extrêmement faible. Quelles cibles sont désormais menacées? Pratiquement toutes. Une portée d'environ 800 km met à portée toute cible militaire et infrastructurelle majeure sur le territoire ukrainien, y compris les régions occidentales, les nœuds à la frontière avec l'OTAN, les hubs ferroviaires, les aérodromes, les dépôts de munitions et de carburant, les états-majors et les centres de commandement. Mais c'est particulièrement critique pour le Sud. Ports, ponts, points de passage, lieux de stationnement du matériel, nœuds de communication, tout cela peut désormais être frappé depuis une profondeur et avec une surprise encore plus grande, avec une telle précision et rapidité que toute tentative d'évacuation ou de dispersion devient inutile. La combinaison de frappes sur les ponts avec les gérants, de la progression près de Oulaïpol et de l'apparition des nouveaux Quad 32-2 crée pour Kiev un problème quasi insoluble. Comment défendre le Sud si la logistique est sabotée, les réserves consumées dans des attaques inutiles près de Kupiansk, et toute cible militaire majeure peut être détruite par une frappe contre laquelle il n'y a pas de protection? Comment parler d'une quelconque Wasa Quat 33 si les lignes actuelles craquent de toutes parts et que l'avantage technologique de l'adversaire ne cesse de croître? En rassemblant tous les éléments, nous voyons un tableau extrêmement préoccupant pour Kiev. Les frappes sur les ponts et la logistique de la région d'Odessa ne sont pas des piqûres d'épingle tactiques, mais une campagne systématique d'isolement du Sud. Le signal politique sur la volonté de couper l'Ukraine de la mer s'est transformé en action réelle qui démantèle méthodiquement les points d'appui de la logistique ukrainienne. L'échec des tentatives de micro-accumulation près de Kupiansk montre que le commandement ukrainien a perdu la capacité d'évaluer la situation de manière adéquate et de prendre des décisions fondées sur la réalité plutôt que sur des impératifs de propagande. La situation catastrophique de la garnison de Oulaïpol et l'effondrement général du front sud indiquent que les forces ukrainiennes épuisent leur capacité à résister à une pression simultanée sur plusieurs axes. Quant au bond qualitatif des Iskander, à un niveau que les sources ukrainiennes comparent au Kinjal, cela signifie que la Russie dispose d'un instrument supplémentaire d'impact stratégique contre lequel il n'existe pas de défense efficace. Le front sud devient pour Kiev non plus un Quad 38, mais la menace principale et l'avantage technologique et tactique de la Russie se renforcent précisément là où les enjeux sont maximaux pour l'Ukraine. Accès à la mer, ravitaillement, dimension symbolique du Quad 39, qui a toujours revêtu une importance politique particulière. Que se passera-t-il si Odessa se retrouve effectivement coupée? Que se passera-t-il si les ponts ne sont pas reconstruits, parce que toute équipe de réparation sait qu'une nouvelle vague de drones peut arriver la semaine suivante? Que se passera-t-il si Oulaïpol tombe, ouvrant la voie vers Zaporizhia? Kiev comprendra-t-il que les erreurs des généraux, la foi dans les systèmes anti-aériens miracles occidentaux et les tentatives incessantes de simuler des succès conduisent le pays à la catastrophe? Et jusqu'où la Russie est-elle prête à étendre l'emploi de ces nouveaux missiles si chaque frappe démontre qu'il n'existe pas de défense réelle contre eux? Lorsqu'à Kiev on réalise soudain que l'Iskander frappe comme le Kinjal, que les ponts brûlent
et qu'il ne reste plus de rue tranquille près de Oulaïpol. Cela ne signifie qu'une chose. Le Sud a cessé d'être l'arrière et est devenu le principal champ de bataille pour l'avenir de toute l'Ukraine.